Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Collecte massive de données sur les contaminations et la vaccination, traçage, contrôle de quarantaine, Covid Safe Ticket, Passenger Locator Form, la crise sanitaire a mis la vie privée à rude épreuve. Au lendemain de la journée européenne de la protection des données et alors que la Belgique risque d'être condamnée par la Cour de justice européenne pour infraction au RGPD, le règlement général sur la protection des données, nous allons aborder ce soir dans notre émission les enjeux de cette protection. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour nous éclairer sur cette question ô combien complexe, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Van Gisegem. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au Centre de recherche Information, Droit et Société au sein de l'Université de Namur. Vous êtes également avocat et plus spécialisé dans les matières vie privée, droit médical, droit hospitalier ainsi que les assurances. Alors, Jean-Marc Van Gisegem, je le disais en introduction, on ne compte plus finalement les lieux où nos données sont collectées, que ce soit le traçage, la base de données Sensano, l'application Corona Alert, le Covid Safe Ticket. Est-ce qu'avec la crise sanitaire, le citoyen a pris conscience, selon vous, de la masse énorme de données à caractère personnel qui étaient gérées par l'État ? Alors je pense que c'est un phénomène qui est même antérieur à la crise sanitaire. Je pense que le RGPD a remis en lumière la protection des données. On avait déjà une directive et une loi belge depuis 1992, mais elle était assez mal connue et elle faisait l'objet de peu de publicité, si on peut parler de publicité. Le RGPD a remis la matière à l'avant-scène, on va dire, et donc la population a repris conscience qu'en fait, il y avait des principes de protection des données et que si on enfreignait ces principes, il y avait des sanctions qui pouvaient être prononcées. Et des sanctions qui ne sont pas légères parce que ça paye jusqu'à plusieurs millions d'euros. Et donc en fait, le citoyen, depuis l'avènement, ou en tout cas l'entrée en vigueur du RGPD, a commencé à se rendre compte que finalement, il avait des droits par rapport à cette collecte qui était assez massive, parce qu'on peut penser aux services de l'Internet en règle générale. Et il y a toutes les données, effectivement, qu'on met sur les différents sites Internet pour avoir accès à telle ou telle chose. Absolument. Et puis, alors, il y a eu toute cette discussion, ce qu'on appelle la discussion Schrems II, qui est un arrêt de la Cour de justice européenne qui a remis en lumière ou qui a remis une couche supplémentaire sur cette protection des données en disant attention, les données qui partent vers les États-Unis ne sont plus protégées par ce qu'on appelle une décision d'adéquation. Donc ça veut dire que les règles de transfert de données de l'Union, en tout cas du territoire européen vers les États-Unis, doivent faire l'objet de toute une autre protection que celle qu'on avait l'habitude d'avoir. Mmh. Et puis est arrivée la crise sanitaire. Alors c'est vrai que Schrems II et crise sanitaire, c'était plus ou moins au même moment. Et là, la crise a vraiment mis en lumière que finalement, il n'y avait pas que les sociétés privées qui traitaient des données en masse, mais que l'État était vraiment, lui, je vais dire, un responsable du traitement énorme, parce qu'ils avaient en possession un nombre incalculable de données, tout simplement parce qu'il faut certaines données pour faire fonctionner l'État, pour taxer les gens, pour gérer la santé, voilà. Il y a une vaccination qui est là. Alors, c'est vrai que maintenant, le terme vaccination est devenu quelque chose de très, très sensible, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une vaccination qui est obligatoire pour certaines maladies, et tout ça doit être géré par l'État. C'était déjà mentionné, effectivement, la vaccination contre la polio, par exemple, était obligatoire. Elle était obligatoire et personne ne s'est jamais posé la question de savoir, tiens, pourquoi est-ce que je me fais vacciner de façon obligatoire ? Parce que personne ne s'en rend compte qu'il y a une vaccination. Et donc, on voit que l'État, et là, le citoyen s'en est rendu compte. Il a dit, mais l'État, en fait, est vraiment un réservoir de données. Et alors, en plus, après ça, il y a eu toutes les affaires qui sont sorties dans la presse avec Sensano, avec des acteurs, ou en tout cas des commis de l'État, on va dire, qui mettaient en place des traitements qui n'étaient pas légaux. Alors, on va revenir sur plusieurs des points que vous avez mentionnés, mais j'ai envie de revenir sur ce terme peut-être RGPD, avant tout, pour clarifier les choses. Je pense effectivement que tous les citoyens aujourd'hui ont déjà entendu ce terme RGPD, ne fût-ce que parce qu'on doit autoriser des cookies, etc. sur des sites Internet. Mais ça me semblerait peut-être utile de rappeler les grands principes de ce RGPD, donc Règlement général de protection des données, c'est quoi ? Alors, c'est une législation européenne.
Alors, c'est important de dire que c'est une législation européenne parce que ça veut dire qu'elle s'applique à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne et même plus que cela parce qu'on a ajouté à ces pays de l'Union européenne des pays, ce qu'on appelle l'espace économique européen, c'est le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande. Donc, ça veut dire que quand on est sur le territoire européen ou également dans ces 3 pays-là, on a une protection qui est équivalente. Donc ça veut dire que je me trouve en Belgique, j'ai une protection, en tout cas mes données, en tout cas les données qui me concernent sont protégées de façon équivalente à celui qui se trouve en Italie, celui qui se trouve en Islande. Et ça, c'est important. Donc ça veut dire qu'il y a là un gros territoire et qui garantit le respect de principes. Parce qu'en fait, le RGPD, c'est la mise en œuvre de principes. Et c'est le principe, par exemple, de la transparence. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer à traiter des données dans son petit coin sans rien dire. Il faut signaler à la personne que l'on traite des données qui le concernent. Et il faut lui dire ce que l'on fait. Et il faut en plus laisser à cet individu la possibilité de contrôler que ce que je fais, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait ce contrôle. Et ça, c'est le RGPD. Et la directive le faisait déjà avant. Ici, le RGPD l'a confirmé et a mis quelques processus complémentaires en œuvre. Ça veut dire qu'elle dit, il faut maintenant faire, par exemple, dans certains cas, une analyse d'impact. Quand on va mettre en place un traitement de données, il faudra analyser si ce traitement n'a pas un impact défavorable par rapport aux libertés de la personne concernée. Et donc là, il y a toute une série de processus qui ont été mis en œuvre et qui garantissent le respect de ces principes. Le RGPD, c'est ça. C'est vraiment un guide qui balise le traitement de données sans dire on ne peut pas. On dit on peut traiter les données, on peut les envoyer à des tiers, mais en respectant des règles bien précises. Alors on dit souvent que c'est effectivement un texte fort, vraiment un texte le plus fort en matière de protection des données au niveau mondial. Alors si on voit ce qui s'est passé chez nous, donc sans parler encore de l'État et de comment l'État gère nos données, est-ce que chez nous, par rapport à des sociétés, par rapport à des personnes, est-ce qu'il y a déjà eu des infractions à ce RGPD ? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont été sanctionnées parce qu'elles étaient en infraction ? Alors ça devient de plus en plus fort, en fait. Alors, c'est une division particulière de l'autorité de protection des données. C'est ce qu'on appelle la chambre du contentieux. Alors, on a utilisé contentieux. C'est un terme qui n'est peut-être pas heureux, mais voilà, c'est le terme qu'on utilise dans la loi sur l'autorité de protection des données et qui est chargé d'analyser les plaintes qui lui sont transmises. Et il y a plusieurs étapes au niveau de l'APD. Donc, ça veut dire que une plainte arrive auprès de l'autorité. Il y a ce qu'on appelle la première ligne qui va d'abord voir si la plainte est recevable et tout. Elle concerne bien le RGPD, parce que c'est ça, finalement, l'autorité est là pour s'assurer que le RGPD est respecté, donc ce n'est pas plus que le RGPD. Puis il y a éventuellement une enquête qui est menée par un service d'inspection, et puis, le cas échéant, l'affaire est portée devant la chambre contentieuse qui va analyser le dossier, qui va écouter les parties, qui va écouter le plaignant, qui va écouter la personne qui est poursuivie ou qui fait l'objet de la plainte, et puis peut rendre une décision de sanction. Est-ce qu'on aurait des exemples concrets, par exemple, de sanctions qui ont été prononcées ? Alors, il y a eu, par exemple, une sanction sur l'utilisation de la carte d'identité pour faire des cartes de fidélité. Et donc là, il y a une sanction. Le commerçant a été sanctionné parce qu'il, si je ne m'abuse, il n'avait pas laissé la possibilité de pouvoir s'inscrire manuellement, donc sans utilisation de la carte d'identité. Il y a aussi eu l'histoire d'un homme politique qui a utilisé des données communales pour sa campagne électorale, alors qu'il ne pouvait pas. En tout cas, il y a des règles bien précises qui permettent d'utiliser les listes d'électeurs dans le cadre des élections. Il n'avait pas respecté les règles, donc il a été sanctionné. Je pense que c'était 5 000 €. Je pense que les amendes vont... il y a encore une amende, si je ne m'abuse, d'une société de paiement de parking à Bruxelles qui a été condamnée parce qu'elle ne respectait pas le RGPD. Donc voilà, il y a des sanctions qui arrivent. Il y a Google qui a déjà été condamné. Voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. Et ça, c'est certain.
Alors aujourd'hui, en fait, c'est l'État lui-même qui est poursuivi par la Commission européenne parce qu'il serait en infraction justement par rapport à ce RGPD. Et là, c'est une première, parce qu'on dit la Belgique pourrait être le premier pays européen à être condamné par la Cour de justice européenne pour une infraction au RGPD. Alors, je sais qu'il y a plusieurs éléments, mais pourquoi finalement la Commission européenne veut poursuivre la Belgique ? Tout simplement parce que le RGPD institue ce qu'on appelle l'autorité de protection des données. C'est une autorité qui doit être indépendante. C'est une autorité qui doit agir afin de vérifier que le RGPD est bien respecté par tout le monde, que ce soit le secteur privé, que ce soit le secteur public. Et ça, c'est important parce que c'est là que se porte tout le débat. Cette APD doit être indépendante et donc ça veut dire que les membres qui composent l'autorité de la protection des données doivent être indépendants des acteurs qu'ils vont contrôler et surtout de l'État, pour éviter justement que l'État ne gangrène, si je puis m'exprimer ainsi, l'autorité de protection des données et finalement empêche l'autorité de protection des données de prendre des décisions ou rendre des avis de façon indépendante par rapport à l'autorité publique. Ce qui se passe ici, c'est que des membres de l'autorité de protection des données sont également des fonctionnaires haut placés au niveau de l'État. Et là, il y a manifestement une incompatibilité. On ne peut pas être finalement, juge et partie. C'est ça, on ne peut pas être juge et partie. C'est pas possible. Ça paraît logique. Et des membres l'étaient, parce que certains ont démissionné, et certains le sont toujours. Et on peut citer Franck Robijn, évidemment, dont on a déjà beaucoup parlé. Mais en fait, j'ai pas envie. Alors, c'est vraiment une volonté de ma part. J'ai pas envie de citer individuellement quelqu'un, parce que je pense que c'est un système qui pose problème. C'est pas une personne, c'est tout le système qui a été mis en place, et c'est ça qui ne va pas, parce qu'on peut attaquer une personne, mais si on ne s'attaque pas au système qui a été mis en place, le problème va rester le même. Et donc la commission a été saisie par une plainte, et la commission a dit, mais moi en tant que garant finalement du respect des législations européennes, je vais poser des questions à la Belgique. Et donc la commission a posé des questions au gouvernement belge en demandant, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Répondez un petit peu à ces accusations. Les réponses n'ont pas été satisfaisantes et donc la commission maintenant souhaite porter le dossier devant la Cour de justice de l'Union européenne qui, elle, va analyser le problème, va analyser le dossier, va entendre le gouvernement belge, va entendre la commission et puis va rendre un jugement qui pourrait aller à la condamnation de la Belgique par rapport au manque d'indépendance de l'autorité de protection des données au regard du RGPD. Et c'est ça tout l'enjeu. Alors quand on voit effectivement que cette autorité de protection des données manque d'indépendance, qu'on voit qu'il y a une manière de fonctionner qui paraît un peu opaque, est-ce que ça ne nous fait pas craindre sur finalement ce qu'elle contrôle, c'est-à-dire les données? Est-ce qu'on n'a pas à craindre de toutes ces données qui circulent? Est-ce que pour vous aujourd'hui il y a suffisamment de transparence? Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a une certaine transparence parce qu'on voit le dysfonctionnement de l'APD. Oui, il a été mis en avant, c'est vrai. Donc pour moi, c'est déjà là un premier acte de transparence. Ça veut dire que des individus ont pu dire, tiens, là, il y a un dysfonctionnement et a pu saisir la Commission européenne. Ce que je trouve est déjà une première chose, parce que si c'était totalement opaque, on aurait été dans l'incapacité. Alors c'est vrai qu'il y a 2 lanceuses d'alerte, on va les appeler ainsi, qui ont signalé le problème, mais je trouve que c'est déjà là une certaine transparence. Où se pose le problème et où il y a moins de transparence, c'est sur les discussions qui sont en cours par rapport à l'avenir de l'APD. On sait qu'il y a une volonté de réformer l'autorité de protection des données, mais les discussions pour le moment sont totalement opaques, il n'y a aucune transparence, on ne parvient pas à décrypter la volonté du politique par rapport au futur de cette autorité de protection des données. Et c'est cela qui commence à être dérangeant parce qu'on sait qu'il y a des infractions qui ont été commises, qui sont toujours commises, puisque des membres de l'APD sont toujours
dans l'illégalité par rapport à la loi, mais on ne sait pas très bien où on va. Et ça, pour moi, c'est le gros problème actuel. Alors on l'a dit, avec la crise sanitaire, il y a toute une série de données personnelles et notamment des données médicales, en tout cas liées aux contaminations, liées à la vaccination, qui circulent, qui sont collectées, qui sont stockées. N'est-ce pas une atteinte trop grande au droit à la vie privée ? Il faut voir la vie privée dans deux aspects. Alors d'abord, la vie privée trouve en tout cas la protection de la vie privée trouve un fondement dans une convention européenne des droits de l'homme. C'est une convention qui a été prise par le Conseil de l'Europe, donc qui s'applique à tous les pays qui ont une assise sur le continent européen. Donc c'est plus large que l'Union européenne. On y retrouve la Russie, on y retrouve des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui sont membres du Conseil de l'Europe. Cet article 8 a 2 alinéas. Le premier alinéa dit « mais tout individu a droit à la protection de sa vie privée ». Ça, alors, si on s'arrête là, on dit c'est un principe absolu. Puis, en droit, il y a toujours des exceptions. Et là, la ligne 2 de cet article dit oui, il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir ce qu'on appelle des ingérences dans la vie privée, mais il y a plusieurs conditions pour que cette ingérence soit légale. Il faut d'abord qu'elle soit prévue par la loi. Pourquoi par la loi ? Tout simplement parce que la loi a cet aspect de publicité, a cet aspect de donner aux citoyens la capacité ou la possibilité de contrôler si la loi est conforme à d'autres textes qui lui sont supérieurs, par exemple la Constitution ou des traités internationaux. Et puis on dit que ça doit être nécessaire dans une société démocratique, donc il faut voir s'il n'y a pas des mesures moins invasives qui peuvent être prises pour arriver au même résultat. C'est ça en fait, quand on dit la proportion, on fait la balance et on dit tiens, est-ce que dans tout l'arsenal de mesures que nous pouvons prendre, est-ce qu'il n'y a pas une qui est moins invasive que celle qu'on a à l'esprit. Et puis on dit, cette ingérence doit se passer dans certaines matières, et une de ces matières est la santé publique. Et donc dire la vie privée est absolue et elle prévaut sur tout est une erreur. Et c'est un discours facile, mais qui n'est pas exact tout simplement parce que de temps en temps, alors c'est un peu l'image que je prends, c'est de dire il y a un lit, il y a 2 personnes, c'est la vie privée et la santé, et puis de temps en temps la santé prend un tout petit peu la place de la vie privée, mais ça doit être proportionné. Ça doit être par exemple durant un temps limité. Il faut dire voilà, telle mesure qui va restreindre la vie privée, qui va un peu rogner sur la vie privée, ça va être pour un temps limité. Et on a vu ça lors du premier confinement, où il y a des bases de données qui ont été mises en œuvre. C'était sur base des arrêtés royaux spéciaux, de pouvoirs spéciaux. On a dit, le 3 juillet, ces arrêtés royaux perdent leur puissance. Donc on avait limité. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de mesures ont perduré dans le temps. Il y a une loi qui est venue valider, ou en tout cas confirmer les arrêtés royaux. Il y a la loi pandémie qui est arrivée. Et donc voilà, il y a toute une série. Et alors, il y a les fameux accords de coopération. Et c'est ça qui peut poser éventuellement problème, c'est ce flou peut-être aussi sur les objectifs, sur la durée dans laquelle on continue à stocker ces données, par exemple. Oui, il y a évidemment cet aspect temporel qui pose problème, dans le sens où on a des bases de données qui étaient constituées à l'origine pour un temps très limité, et maintenant on a l'impression qu'elles deviennent situation permanente. Et c'est là qu'il faut être attentif. C'est là qu'il faut se poser la question à nouveau sur la proportionnalité, en disant mais est-ce que les mesures que nous prenons, que nous avons aujourd'hui, qui dataient de 2020, sont-elles toujours proportionnées à la situation actuelle? Est-ce que le changement de paradigme, on va dire, est-ce que nous ne sommes pas passés d'un régime de crise à un régime de gestion de risque et qui autorise moins d'invasion dans la vie privée qu'en 2020? Alors, on voit certains craignent qu'effectivement, certaines craignent pour leur vie privée, mais en même temps, on entend aussi des discours de personnes qui disent « mais je n'ai rien à me reprocher, donc finalement, je n'ai aucun problème à ce qu'on collecte des données sur moi parce que je n'ai rien à me reprocher ». Est-ce qu'il y a quand même un risque derrière le fait qu'on collecte autant de données sur nous-mêmes ? Alors, il y a un énorme risque.
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dit bien la protection de la vie privée et donc la protection des données permet à l'individu de développer sa personnalité à l'abri des regards. Et c'est important, c'est très important, donc ce n'est pas une question de risque, c'est une question de laisser à l'individu finalement son royaume secret dans lequel il peut se développer à l'abri de l'immixtion de tiers. Et donc, parler de risque, pour moi, n'est pas pertinent. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à cacher que je vais dévoiler. Je prends toujours cet exemple, c'est une phrase de Montaigne qui dit « mais finalement, la vie privée, c'est l'arrière-boutique ». C'est l'arrière-boutique, ça veut dire, c'est vraiment montrer qu'à un certain moment de ma vie, je montre des éléments de ma vie privée. J'ai 18 ans, je vais en soirée, je suis dans un état qui n'est peut-être pas le plus fabuleux parce que je suis en fin de soirée. J'ai 18 ans, je le publie sur un réseau social. Cette même image, je ne vais plus la vouloir sur mon réseau social ou sur ma page, tout simplement parce que je suis en recherche de travail et je veux montrer une belle image de moi, une autre image. Pas que je veux renier ce que j'ai fait à 18 ans, mais tout simplement parce qu'à un moment, je souhaite montrer d'autres éléments et de mettre les éléments que je montrais avant dans mon arrière-boutique. C'est pas que j'ai à cacher quelque chose, tout simplement parce qu'à un certain moment de ma vie, je souhaite montrer d'autres éléments que ceux que je souhaitais montrer à 18 ans. Il n'y a pas de cachotterie. C'est tout simplement l'évolution de la personnalité parce que j'ai cette possibilité de pouvoir évoluer dans ma personnalité et de pouvoir à certains moments montrer d'autres facettes de ma personnalité. Pour revenir juste à la question de la crise sanitaire, on voit qu'avant, les données, en fait, elles étaient très décentralisées. On les collectait par domaine. Il y avait les données santé, il y avait les données fiscales, il y avait des données sur d'autres éléments démographiques ou autres. Est-ce que le problème avec la crise sanitaire, ce n'est pas le fait qu'on a voulu centraliser tout ça pour répondre à certaines urgences pendant la crise, mais est-ce que finalement, ce n'est pas la centralisation des données le problème ? Alors, on peut appeler ça problème ou risque, en fait. Risque. C'est vrai que le problème réside dans le fait que l'on va centraliser des données qui sont traitées à l'origine pour des finalités, pour des objectifs différents. Et donc, ça veut dire qu'on va commencer à tout fusionner, sont traitées à l'origine pour avoir une cartographie de l'individu qui est disproportionnée. Un des principes de protection des données, c'est la décentralisation. On dit qu'il est toujours préférable de décentraliser pour justement éviter cette agglomération de données en un lieu. Et vous avez raison en disant que la crise a cette fâcheuse tendance à pousser les autorités publiques à rassembler en un lieu toute une série de données et quelquefois de façon bizarre, aurais-je tendance à dire. Prenons l'exemple de la vaccination. Cienzano collecte, en tout cas a une base de données, vaccination, si je ne m'abuse c'est Cienzano, ou en tout cas un organisme central, qui collecte des données qui sont par ailleurs déjà collectées par l'Agence fédérale du médicament. Pourquoi est-ce qu'on a recréé une base de données avec des données qui sont déjà collectées par ailleurs avec une finalité bien particulière, avec des règles de sécurité bien particulières? C'est les fameuses les effets secondaires. Oui, et c'est là qu'on se demande quelle est l'utilité de faire un doublon. Et c'est là qu'on peut se dire, est-ce que c'est conforme au RGPD? Est-ce que faire ce type de traitement qui n'est pas nécessaire parce qu'il est déjà effectué par une autre autorité, est-ce que c'est conforme au RGPD? Et là, j'en doute. J'en doute sérieusement parce que je pense que l'autorité, cette fameuse agence du médicament, a cette fonction de tracer les effets secondaires des médicaments et donc des vaccins. Il n'est pas utile de recréer ce type de base de données auprès d'une autre autorité. Il y a un doublon, il y a une disproportion, me semble-t-il, par rapport au traitement et à la finalité qui est poursuivie. Mais du coup, comment aujourd'hui le citoyen peut-il reprendre le contrôle de ces données personnelles? Est-ce que finalement le RGPD suffit? Alors le RGPD suffit. Suffit parce qu'il ne sert à rien de multiplier les lois
dans ce secteur-là et le RGPD pose des principes, donne des droits aux citoyens. Quand on parle d'autorité publique, ça veut dire que le citoyen a un droit d'accès. Il peut interroger l'autorité publique et lui demander « Dites-moi si vous traitez, des données me concernant et lesquelles et pour quel objectif ?» Voilà. Directement, le citoyen doit déjà avoir reçu une information en amont, mais il peut très bien, grâce à ce droit d'accès, contrôler l'autorité. Alors maintenant, il y a aussi un projet du secrétaire d'État Mathieu Michel qui est de faire un cadastre des traitements qui sont effectués par les autorités publiques. Permettre aux citoyens de pouvoir consulter ce cadastre en disant « Tiens, moi, en tant que citoyen, j'ai des données qui me concernent, qui sont traitées par l'autorité. Quelles sont-elles? Et quels sont ces traitements ?» Et quel objectif, j'imagine. Oui, c'est ça, quel objectif, quelle finalité. Ce qui permettra aux citoyens, sur base de ce cadastre, d'aller interroger l'autorité, d'aller dire à l'autorité, je vois que dans le cadastre, vous traitez certaines des données qui me concernent pour telle finalité, mais moi j'aimerais que vous me prouviez ça. Et finalement, c'est ça, c'est le contrôle du citoyen par rapport au traitement de données qui le concernent. Alors, il y a un petit exercice que souvent je donne aux étudiants, c'est de dire, mais allez voir sur le registre national avec votre carte d'identité électronique. Vous avez là déjà un onglet qui vous permet de voir quelle est l'autorité qui a consulté le registre national. Et c'est quelquefois assez impressionnant. J'ai comme ça eu l'occasion de constater qu'une commune avait consulter mon registre national alors qu'il n'y avait aucune raison. Et je me suis adressé à la commune comme un citoyen lambda, donc ce n'est pas parce que je suis plus spécialisé dans ce domaine-là que je l'ai fait. Tout citoyen peut le faire. J'ai interrogé la commune et la commune m'a dit « C'est bizarre, effectivement, nous allons enquêter ». Et ils m'ont répondu 15 jours après en disant « Effectivement, il y a un dysfonctionnement auprès d'un de nos opérateurs qui a fait un backup de toutes les données, dont les vôtres, et ce n'était pas régulier. » Donc ça veut dire qu'on peut déjà avoir un certain contrôle. On peut déjà avoir un certain contrôle. On l'ignore souvent. Voilà, on l'ignore. Et il y a un professeur à l'université qui donne cours en master de spécialisation droit et technologie qui fait faire des exercices de ce type-là aux étudiants. Aller interroger des autorités publiques, leur demander quelles sont les données qui me concerne et que vous traitez, et pour quel objectif. Et l'autorité doit répondre, elle n'a pas le choix. Donc ça veut dire que le RGPD nous offre déjà des instruments pour contrôler ce que l'autorité fait avec des données qui nous concernent. Et ça, peu de personnes le savent, ou en tout cas, de plus en plus de personnes en ont conscience, mais pas beaucoup ne mettent réellement cela en œuvre. Mais ça veut dire aussi que c'est via la transparence que le public pourra avoir confiance finalement en l'État, en la démocratie, en ce qu'on fait de ces données. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Je pense que la transparence, c'est le moyen absolu, vais-je dire, pour rendre confiance aux citoyens par rapport aux autorités publiques. Et je pense que c'est logique que l'autorité publique soit transparente par rapport aux citoyens. Elle est tout de même au service des citoyens. Ne l'oublions pas, c'est tout de même un service public. Et qui dit service par rapport aux citoyens doit permettre aux citoyens de savoir quels sont d'abord les services qui sont rendus par l'autorité publique et sur base de quels moyens ces services sont rendus. Et c'est la transparence. Et le RGPD ne dit rien d'autre en fait. Une des pierres angulaires du RGPD, c'est la transparence, l'information. Et l'autorité publique n'est pas exempte de devoir informer le citoyen sur les traitements qui sont effectués, mais vraiment une transparence transparente, dans le sens vraiment montrer au citoyen que ce qu'il fait sur les données, c'est ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et c'est ça, évidemment, qui est le plus important. Oui. On suivra évidemment notamment cette plainte de la Commission européenne vis-à-vis de la Belgique. On suivra aussi le projet de loi du secrétaire d'État à la digitalisation, donc Mathieu Michel, qui est chargé de la protection de la vie privée et qui est censé réformer notamment l'autorité de protection des données. Jean-Marc Van Giesegem, un grand merci vraiment pour cet éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Excellente soirée.